Tu te souviens comment on s'est rencontrés, Jacques? Oui, oh, très bien. C'était au Groenland. Grand moment pour moi. Un été au Groenland en voilier sur France Inter. Il y a un bail, j'avais 5 minutes en direct pour raconter mes aventures et ça s'appelait Sandrine et les glaçons. Et j'avais passé 10 jours sur la calotte glaciaire avec une équipe de glaciologues et qui, pour organiser l'expédition, Jacques Barthélémy, ici présent devant le micro. Après cela, il a été guide dans les déserts, organisateur de tournages dans des émissions sur les volcans. Mais la grande aventure de sa vie a été sa rencontre avec Sebastião Salgado. Oui, j'ai vu que mon nom apparaissait. Bon, mon image n'apparaît pas, c'est bien. Et on a travaillé ensemble pendant 20 ans sur tous les reportages de Genesis et ensuite Amazonia. On formait un vrai couple, quoi. On était ensemble en permanence pendant des jours et des jours. Dans les hamacs, à avoir chaud, à avoir froid. Il y avait des bestioles. On prend une photo, on s'en sort. Ce n'est pas ça, la photographie, c'est une façon de vivre. C'est du matin au soir. On s'intéresse à une histoire. Cette histoire devient notre vie. Alors du coup, tu l'as emmené où? On recherchait la beauté de la planète. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'était pas dénoncer la pollution, l'artificialisation de la vie, c'était avoir un travail sur la beauté, sur l'espoir. Et donc, on cherchait les beaux endroits, rester vierge en quelque sorte. On est passé du delta d'Okavango à la Sibérie, des États-Unis à la Patagonie, etc., etc. On a fait au moins 40 voyages. Et ensuite, pour Amazonia, c'était uniquement l'Amazonie du Brésil, ce qui nous a pris quand même plus de 6 ans. Donc vous formiez un beau couple tous les deux. Alors lui, on sait ce qu'il fait des photos. Et toi, qu'est-ce que tu fais alors, pour lui ou avec lui? C'était étonnant, il y avait une part d'organisation, ça c'est sûr. Même chose, il fallait trouver un avion, un bateau, des correspondants locaux, des interprètes, des anthropologues, tout ce qui est logistique. Et ça, c'était l'essentiel de mon travail, plus sur le terrain. La sécurité, encore, c'est une chose à laquelle je suis très attaché. Je veux dire, une journée de problèmes, une journée de diarrhée, on va dire, c'est quand même beaucoup d'argent qui part. Et puis, je l'aidais physiquement, parce que du matériel photo, les trépieds, tout ça, c'est quand même assez lourd. C'était quand même un engagement physique important. On n'était jamais que tous les deux. Il y avait toujours une équipe locale. C'est pas toujours facile de faire comprendre ce qu'on veut. C'est pas toujours facile que l'équipe locale l'accepte. J'ai plutôt un caractère doux et arrangeant. C'était un petit peu mon rôle de mettre de l'huile dans les rouages quand c'était nécessaire. Et parce qu'il était comment, lui, Salgado, dans la vraie vie? Quand on était sur le terrain, il était très focalisé sur ses photos. D'abord, c'était son très grand plaisir de faire de la photo. Et ça, c'était incroyable. Et il me disait, je peux pas me permettre de faire une mauvaise photo. Et on allait, on courait à gauche, à droite, on revenait 10 fois au même endroit pour avoir la bonne lumière, jusqu'au jour où on l'avait. Et là, il était content. C'était quelqu'un d'une grande exigence. Et entretenait généralement de très bons rapports avec les gens. Il avait beaucoup de respect pour les gens qu'il photographiait. Ça, c'est sans doute la chose qui m'impressionnait le plus, c'était son respect. Il voulait avoir des gens beaux, fiers d'eux-mêmes. On a eu des scènes, quelquefois, sordides, tristes. Il refusait de les prendre en photo. Vous savez, quand vous regardez une exposition comme celle-ci, Genesis, c'est vraiment la Terre. C'est les animaux qui sont liés à la Terre. Alors justement, on va revenir un peu sur les coulisses de certaines photos. Par exemple, celle qui fait la couve là, de Genesis chez Tashkent, cette vallée, est-ce que tu peux nous la décrire? Nous sommes là au nord-ouest du Canada, dans Kluane National Park, qui fait frontière avec l'Alaska.
Et là, c'est une photo aérienne. Il y a cette lumière qui passe à travers des nuages. Bien sûr, il y a un canyon presque avec la rivière qui passe, qui luit, qui brille. Bon, alors en même temps, c'est une photo de couverture avec une impression dessus. On ne choisit pas la meilleure photo. Et une très très belle photo qui a été faite justement dans Kluane National Park. C'est une vallée également où il y a des restes de neige, de névé, alignés, parallèles, sur les deux versants. Ça, c'est une chose, il fallait décider à quel moment y aller. On est arrivé un jour dans cette vallée, et là, c'était extraordinaire de voir la géométrie naturelle. On serait arrivé une semaine avant, il y avait trop de neige. Une semaine après, tout ça aurait disparu. Il faut être là au bon moment, une part de chance. On a eu notre comptant de malchance également. Donc. À quel moment vous avez eu de la malchance ? Nous sommes allés au Bhoutan, à la bonne saison, c'est-à-dire entre les moussons. On a fait un des plus beaux treks d'Himalaya qui a duré 3 semaines, un peu plus. On est passé à plus de 5500 mètres d'altitude. On n'a pas vu un seul glacier. Il pleuvait tous les jours, il y avait des nuages, on était dans le brouillard. Et nos guides nous disaient, demain ça va se lever, demain ça va se lever. On est resté là 4 jours, ça s'est jamais levé. C'est horrible. Et oui, ça fait 0 photo. Et ça fait une photo en tout et pour tout. Il y a quand même un travail sur les ciels, là, très beau, c'est toute une poétique du ciel. Alors ça, c'est vraiment une des spécialités de Sébastien. Les ciels chargés, il adorait ça. La lumière qui passe à travers les nuages. Comme il disait, il y a un bisou de soleil qui arrive sur la forêt ou sur la montagne. Et ça, c'était merveilleux. Pour avoir une photo comme ça, il était capable de revenir et revenir sur un spot pendant plusieurs jours pour avoir la bonne lumière. C'était vraiment la recherche de la lumière. Est-ce qu'il y a une autre photo là que tu as envie de nous montrer avec des choses à raconter, ce qui se cache derrière la photo ? Ça, c'est chez les Papous des Highlands. On voit 4 hommes torse nu, presque nus, qui portent des... comment ça s'appelle, ces étuis péniens. Ouais. Des étuis péniens, ils ont tous leur étui pénien. Celui-ci fait bien 50 cm, celui-ci encore plus même. Oui, il lui arrive sur le thorax, quoi. Ouais, sur le thorax, prétentieux. Et donc on voit cet arbre derrière qui est lui aussi dans la brume. On est resté dans cette communauté une quinzaine de jours à peu près, le temps qu'ils s'habituent à nous. On n'arrive pas comme ça dans une tribu, avec notre appareil, à shooter à gauche à droite dès le premier jour, pas du tout. On fait connaissance, on a nos appareils en bandoulière, voilà, on se met un petit peu d'accord, et puis ensuite on commence à les suivre, on s'habitue à leurs habitudes, et au bout de quelques jours, ils nous voient plus. Et là, à partir de ce moment-là, on commence à faire des photos. Ils continuaient leur vie, et nous, on était au milieu. Et tu dis, on fait des photos, mais toi, t'en fais aussi ou... Non, en fait, quand je dis on, c'est Sébastien qui en fait, pardon. C'est comme si moi aussi, j'étais là, je regarde à gauche, à droite. Il me montre les photos qu'il a fait également. Et j'ai un peu l'impression de participer. Ben oui, je porte le matériel, le trépied, je transpire, Et puis ça m'intéresse, tu vois, parce que au début, quand je travaillais avec lui, donc il faisait des photos souvent sur trépied, tu vois, et là je lui demandais, je peux regarder dans l'œilleton? Et je regardais dans l'œilleton, et au bout de quelques temps, je me dis, bon, ça y est, je commence à comprendre, fameux cadre, tu vois. Et quelquefois, il s'arrêtait, prenait une photo, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de prendre ici? C'est tout à fait inintéressant. Sébastien, je peux regarder? Je regardais, et là, miracle, se révélait sous mes yeux une chose que j'avais absolument pas vue, et il m'a fallu des années avant de dire, voilà, il doit prendre ce volcan, il doit le prendre de telle façon. Je suis à peu près sûr qu'il le prend comme ça. Et c'est pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée non plus qu'il est quand même tombé malade, enfin qu'il a failli y rester? C'est un de mes pires souvenirs. C'était terrible. J'ai été piqué par une guêpe. Rapatrié à la capitale, où je reste 2 jours à l'hôpital, mais ils peuvent rien faire. Et donc là, retour à Paris. Mais
J'avais abandonné Sébastien sur place là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait une crise de palu assez forte, très forte même. Tu dirais que c'est quoi le plus beau souvenir que tu as avec lui? Oh là là. Alors là, c'est la question que je ne m'étais jamais posée. Écoute, c'est pas un souvenir en particulier, c'est quand les choses se passaient bien, quand les photos étaient bonnes, il chantait. A noite estava assim, enluarada quando a Là, c'était sympa. Il chantait quoi, en brésilien, des Oui, choses? essentiellement. Il chantait un petit peu en français. Edith Piaf, Moustaki, et en brésilien, bien sûr. Ben, on chantait à deux, hein, également. Et puis... Vous leur faisiez voir les photos? Alors, au début, non, parce qu'on travaillait en pellicule. Et ensuite, oui, en numérique. Là, c'était plus facile pour leur les montrer. Et on a tiré des photos ici à Paris. On est retourné sur le terrain avec ces photos. Si c'est pas nous qui les portions directement, on les donnait à un anthropologue qui allait leur en faire cadeau, quoi. Et on avait d'excellents retours de ce côté-là. On regarde une autre photo, t'as envie de parler d'une autre photo? Le dernier travail qu'on a fait avec Sébastien, c'était à Paris. C'était une commande de Madame la maire de Paris qui voulait une photo pour les vœux aux Parisiens. Et donc on a travaillé pendant 15 jours. Et au bout de quelques jours, je dis à Sébastien, regarde les photos qu'on fait. On voit que des gens qui se promènent, qui lisent, qui jouent dans les jardins, qui rêvent au bord de la Seine, qui s'embrassent. Et c'était pas un Paris de travail et d'excitation, c'était un Paris de rêve, de douceur, le Paris des marchés, des bords de Seine, des touristes. Et c'était plutôt une vision très soft de Paris. Et là, j'ai eu donc l'occasion de voir cette exposition. Il y a des photos que je découvrais en grand. Et ça m'a rappelé toute cette ambiance, tous ces jours qu'on a passés ensemble, qui étaient très doux. Ça changeait. On n'était pas stressés. Eh bien, on photographiait des gens qui n'étaient pas stressés. Et donc, on avait eu plein d'idées. En même temps, on faisait du repérage pour les fois d'après. Évidemment, on n'a pas pu le faire à cause de la maladie et son décès, quoi. Ouais, ça, c'était une grosse surprise, enfin. Les derniers souvenirs, en tout cas. Oui, c'est les derniers souvenirs, et ça reste un souvenir très beau, très sensible. Je vais faire voir. Laisse-moi trouver les photos sur Genesis, qui sont à la fin du livre, chez les Nénètes, qui sont des populations nomades qui vivent dans le froid. Quand nous y sommes allés, c'était en hiver. Et ils se déplaçaient avec leurs troupeaux de rennes et leurs traîneaux. C'était quand même une expérience exceptionnelle. Il y a ces photos là aussi, vues du ciel, Voilà. c'est pas des migrations, enfin on voit des troupeaux qui s'étirent comme ça, qui font des taches dans le blanc. C'est exactement les photos que je cherchais. Ces milliers de rennes sont en train de marcher sur le fleuve gelé, sur l'Aube. Et ça, c'est une grosse journée, parce qu'on part d'une rive le matin, très tôt, et pendant toute la journée, les rennes ne mangent pas. Les tentes ont été démontées, les vieux sont sur les traîneaux, les enfants également. J'ai trouvé ça très impressionnant. Et nous, on fait des photos aériennes, et ça donne ces images remarquables. Et en fin de journée, on arrive sur l'autre rive, on installe le campement, les rennes tout de suite se répartissent parce qu'elles ont faim, elles commencent à manger toute l'herbe, le lichen qu'elles trouvent. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes allé là-bas, chez les Nénètes? C'était une idée de qui, ça? On cherchait un petit peu ces populations pas trop prises par la civilisation. On avait entendu parler des Nénètes, j'avais déjà un ami qui était allé, qui m'a donné pas mal de contacts. On a été très bien accueillis et il y a quelques anecdotes qui peuvent être assez cocasses. Du genre? Bah, t'en as lâché un peu, maintenant il faut continuer. Alors. Aïe, 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 aïe. Écoute, un jour, il décide de sacrifier un renne
en notre honneur. Ils prennent une corde, ils la mettent autour du cou du renne et il y a 2 hommes, un de chaque côté, qui tirent sur la corde. Ça dure 4-5 minutes et paf, le renne tombe au sol, meurt. Et là, immédiatement, ils le mettent sur le dos, ils l'ouvrent, ils sortent le foie, ils le vident en partie et à ce moment-là, le sang est à l'intérieur de la carcasse. Ils prennent un bol, récupèrent le sang et le font tourner et on doit boire le sang. Donc, on boit le sang, sauf que il fait moins 20 degrés. Il commence à coaguler. On finit par boire des grumeaux de sang. Il faut s'habituer. C'était une glace au sang. Alors. C'est une glace au sang de renne, oui, effectivement. Allez, encore une photo, Jacques. Oui. C'est trop beau de feuilleter toutes ces belles photos en noir et blanc et tes souvenirs et tes histoires. Regarde cette photo à la page 175 d'Amazonia. C'est une photo en studio. Alors, c'est quand même bizarre aller en pleine forêt, photographier les populations et monter un studio. Quelle idée! Dans un studio, les gens ressortent. Les gens sont vraiment présents. Donc un jour, Sébastien m'a dit, on va essayer de monter un studio. Ça consiste en quoi, alors, monter un studio? Voilà. Alors, ça consiste à aller au marché Saint-Pierre, acheter des mètres de tissu, de le coudre, de le transporter. Ça pèse 20 kilos, tu vois, et ça, c'était quelque chose. Et ensuite, on arrive sur place. Et là, il faut le monter. Donc, on va le monter à l'extérieur, entre 2 arbres, ou alors, on coupe à la machette les poteaux, plus transversaux, et on monte ce tissu. Il faut qu'il soit relativement tendu, avec des bouts de ficelle. Ah, je suis devenu le spécialiste des studios bricolés de la forêt. Et donc, ils nous regardaient faire ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et après, on leur expliquait et on leur demandait de venir. Au début, ils craignaient un peu, puis ils venaient, un couple, une famille. Et un jour, on a dit, on aimerait bien avoir tous les enfants. Et donc, les enfants sont venus avec les mères. Cette photo, quand on regarde, on a tous ces enfants, il y a des bébés, il y a des gens au sein. Et une photo, ça se prend pas rapidement. Il faut les mettre en place. Et quand on fait une photo comme ça, il faut penser aussi qu'autour, il y a 30 adultes qui sont en train de faire les imbéciles. Et les mômes, ça bouge. Et faire une photo comme ça, mais c'est extraordinaire. Et cette photo, page 367, où tu as 2 mômes auxquels on n'avait rien demandé et qui étaient venus s'asseoir ici, et on passe à ce moment-là, on avait dû aller casser la croûte ou faire une photo ailleurs, et on passe ici et on voit l'effet du soleil à travers les branches qui tape sur le tissu, ces 2 mômes qui se sont mis là spontanément, et ça donne une photo étonnante, quoi, tout à fait étonnante. On a le droit de se poser des questions. On dirait qu'il y a une cascade de lumière derrière qui coule. Exactement, une cascade de lumière ou des flammes ou je ne sais pas quoi. Et eux qui sont là et qui se serrent. Qui se serrent. Et hop, on a vite pris la photo comme ça et voilà. Et pour terminer, alors, de toutes ces années, donc plus de 20 ans, tu disais, de travail avec Salgado, qu'est-ce que tu gardes? Écoute, je garde une profonde amitié, un profond respect pour son travail. Et toi, après un an, une certaine tristesse, tu vois, de sa disparition. On partageait beaucoup de choses. On était 24 heures sur 24 pendant 1 mois, 2 mois, et ça 4, 5, 6 fois par an. Ce qui est quand même énorme. Cette vision qu'il avait du monde, cette vision qu'il avait peut-être un peu utopique, mais on l'est jamais trop, mais surtout cette beauté qu'il recherchait. Ça, c'était bien. Le fait d'abord de s'occuper d'Instituto Terra, qui est quand même un projet d'avenir, d'espoir, de nature, et puis faire des photos, comme dans Genesis, de la beauté du monde. Il n'avait jamais travaillé de cette façon auparavant. Et ça, je trouvais que c'était beau et très, très enrichissant. Moi, j'étais heureux. Quand on était ensemble, j'étais très heureux. Bon, voilà, 20 ans d'une expérience unique. Il n'y a pas beaucoup qui ont connu ça, et j'espère que je vais faire des envieux.
Merci beaucoup Jacques pour cet entretien souvenir autour des photos de Salgado. Je rappelle l'expo à voir à l'Hôtel de Ville jusqu'à fin mai 2026 et c'est gratuit. Pour rester connecté avec AR, il y a le site ar-mag.fr, Facebook, Insta, TikTok et les kiosques bien sûr, avec le magazine du printemps, le numéro 74, avec sa couve très colorée qui nous emmène au Guatemala. À bientôt pour de nouvelles aventures.